boulangerie. Contrairement à la main de l'homme, elles ne s'accommodent pas d'une farine irrégulière et surtout, il leur faut une pâte ayant suffisamment de nerfs pour résister à la violence du métal. Les boules de pâte prendront alors le chemin du four d'une façon entièrement mécanique. Elles seront successivement soumises à toute une série d'opérations qui devront les unes et les autres remplacer le travail des mains du vieux boulanger d'autrefois. La farine va devoir s'adapter aux machines. Et la clé, c'est le gluten. On crée alors des variétés de blé au niveau de gluten maîtrisé et régulier. Ces blés modernes deviennent aussi plus courts pour permettre l'usage des moissonneuses-batteuses, plus productifs, plus résistants aux maladies, plus stables dans le temps. La sélection des blés échappe alors aux paysans, qui sont remplacés par des ingénieurs agronomes. Résultat, en un siècle, le niveau de protéines de gluten présent dans les blés a quasiment doublé, passant de 7 à 12%. Et aujourd'hui, dans ces parcelles expérimentales, les groupes agro-industriels créent des dizaines de variétés de blé. Chacune répond à un usage en boulangerie. Le besoin en variété de blé et en qualité de farine est différent selon telle ou telle application chez chacun de nos clients. Je prends l'exemple de l'industrie du biscuit. On va rechercher des blés qui ont une protéine finalement assez faible et surtout une caractéristique d'allongement en pâte. À l'inverse, le pain de mie nécessite d'avoir un réseau de gluten plus fort pour avoir une mie serrée au final. Cet ingénieur en agriculture travaille pour un groupe qui maîtrise toute la chaîne du pain, depuis le champ de blé jusqu'à la boulangerie. Pour trouver la bonne farine, cela peut prendre 10 ans d'aller et retour entre ces champs et ces moulins, qui abritent un laboratoire de recherche en boulangerie. Bonjour Fabrice. Tiens, voilà le premier échantillon, nouvelle récolte, nouvelle variété, origine Seine-et-Marne. Merci, impeccable. C'est un mélange? Là, on est sur une variété pure, on est variété témoin. Ok. Une variété qui va être soumise à une batterie de tests d'une très grande précision. On mesure les taux d'humidité des grains, la présence de matières minérales et bien sûr, la qualité des gluten de chaque variété. Cette improbable machine à faire des bulles s'appelle un alvéographe de Chopin. Ça mesure le réseau de gluten de la farine. Ça va être l'air qui est insufflé dans cette pâte. Vous avez dans un premier temps la résistance de la pâte. Après, vous avez l'extensibilité de cette pâte. Celle-ci, on voit qu'elle est très résistante. Donc, c'est très important pour les industriels qui ont de plus gros prétins, de plus grosses quantités, qui vont avoir tendance à plus abîmer la pâte. Par contre, elle est nettement moins extensible, puisque de toute façon, pour faire du pain, il n'y a pas besoin d'une très grande extensibilité, puisqu'ils vont faire des petits pains avec. À quelques pas, un autre labo. Il ressemble à une vraie boulangerie, mais avec des boulangers chercheurs. On va choisir nos variétés en fonction de la mécanisation qui va être subie par rapport au type de client qu'on va avoir. Technique industrielle ou artisanale, tout est testé en conditions réelles. Ensuite, on contrôle la couleur de la mie, la taille des alvéoles, la texture, le moelleux, ou encore le calibre, car tous ces critères ont été établis selon des cahiers des charges très précis. Sur le pain de mie, donc on va avoir un jugement sur le produit fini, sur le déchirement du produit et sur la hauteur aussi en fait du produit qui va nous donner des indications. C'est-à-dire que nos clients ont des packaging et il faut que les produits puissent rentrer dans leur packaging. Donc on doit vraiment rester dans leur cahier des charges qu'ils attendent. Même le critère de l'emballage est pris en compte. Aujourd'hui, les blés et farines produits par les groupes agro-industriels sont forcément compatibles avec les processus de fabrication mécanisés. Et le résultat est là. Dans cette usine de brioche, chaque étape est chronométrée et rien ne dépasse. Première étape, bien évidemment, arrivée des matières premières, préparation des matières premières, pétrissage, environ une demi-heure, un temps de repos,
laisse ainsi à la pâte le temps de prendre du corps. C'est le test traditionnel. C'est le test en fait du pâton où on regarde la transparence du réseau protéique et glycémique. Et là, on peut dire que le réseau est bien organisé. Ce qui est essentiel sur la qualité du produit. La phase de division avec laquelle on obtient des morceaux de pâte à un poids donné. L'étape de façonnage jusqu'à la mise en moule des produits. Entre le début du pétrissage jusqu'à l'emballage, intégrons environ 4h30, 5 heures de production. Et nos brioches sont fabriquées. Avec des farines devenues technologiques, un niveau de gluten maîtrisé, il est possible de produire de la boulangerie de manière standardisée, au centimètre, au gramme et surtout à la seconde près. Gagner du temps, c'est la dernière victoire de l'industrie. Car avoir un produit tout juste sorti du four, c'est le miracle demandé par les consommateurs qui veulent manger à toute heure. Une exigence rendue possible par la congélation. Un croissant sur deux, comme bon nombre des viennoiseries et des pains que nous mangeons chaque jour, passe par cette épreuve. Et pour que la pâte supporte cristaux de glace, décongélation et cuisson express dans ces fours, une seule solution, encore plus de gluten, sous forme d'additifs cette fois-ci. Or, en France aujourd'hui, plus d'1% de la population ne digère pas le gluten. Ces 600 000 personnes sont intolérantes au gluten, comme René. Bonjour. Bonjour. Alors, une baguette et 2 pains au chocolat, s'il vous plaît. S'il continue de fréquenter la boulangerie de son quartier, c'est pour le plaisir de sa famille. Bonjour. Car pour lui, le pain, les viennoiseries, les pâtes, les pizzas, tout ce qui est fait à partir de céréales contenant du gluten agit comme un véritable poison. Pour ne jamais absorber de gluten, même par contamination, René a dû prendre des précautions drastiques. L'organisation au quotidien, donc c'est un peu spécial. Depuis que j'ai su que j'étais justement intolérant au gluten, on a dû réorganiser un petit peu donc la cuisine. Chacun ses casseroles, chacun ses petits couverts en bois avec la petite lettre R pour bien savoir que c'est à René. Voilà, donc ne pas utiliser ceux-là qui sont pour toute la famille, quoi. Toute la famille sauf moi, bien sûr. Et quel est le risque si... Le risque, c'est justement que ça se mette dans le bois, quoi. Et puis, tout ce qui est casserole, tout ce qui est passoire, ne pas utiliser les mêmes. Donc voilà, et ça prend de la place, donc là, il n'y a plus de place, parce qu'il faut 2 casseroles et puis 2 poêles, quoi. Dans le frigo, c'est pareil, on essaye d'avoir des places bien spécifiques. Donc moi, mes produits sont à peu près à ce niveau-là. Alors, le beurre marque toujours un R, comme ça, je sais que c'est à moi. Parce que le problème, c'est la contamination en coupant le beurre avec les miettes qui sont sur le couteau. Donc ça peut poser problème. On va fermer. Et quel est le risque dans un cas de contamination? Le problème, c'est que nous, on n'est pas allergique. Une allergie, ça se voit tout de suite. Mais une intolérance, ça peut être dans 2 jours ou dans 3 jours, quoi. Donc c'est des ballonnements, c'est avoir très mal au ventre, surtout le mal de ventre. J'arrive avec les miens, moi. Il y a chacun les siens. Cette maladie s'exprime à retardement, de façon sournoise. C'est pourquoi il est souvent difficile d'établir un diagnostic. Pourtant, chez ces intolérants, le mal est bien là. Le gluten ronge à petit feu les parois de leurs intestins. Pas avec tes mains, s'il te plaît. C'est ce que René a vécu pendant des années, sans que personne ne comprenne l'origine de ces douleurs. Depuis l'enfance, quand j'avais très mal au ventre, on me disait que c'est parce que je voulais pas aller à l'école, que j'avais un devoir à rendre, alors que moi, je me tordais de douleur. En plus, je grossissais pas, j'avais mal au ventre, j'étais grand. Donc maintenant, je mesure 1m80 pour 70 kg à peu près, alors que je faisais dans les 50-55 kg. Ils ne cherchaient pas, quoi. Ils disaient, oui, vous avez mal au ventre, on va vous donner un cachet, ou alors ça va... C'est parce que vous êtes anxieux, parce que vous êtes stressé, ça va se passer. Mais en fin de compte, ça se passait pas du tout, quoi. C'était de pire en pire. Tu étais pâle? Oui, j'étais pâle, donc ça n'inquiétait pas les médecins, quoi. Ils m'ont même fait, ça m'a toujours fait rire, c'est m'avoir retiré l'appendicite alors que je l'avais pas, quoi. En disant, oui, c'est parce que, bon, allez, on va vous retirer l'appendicite, comme ça, vous vous plaindrez plus. Si tous les intolérants au gluten se font opérer de l'appendicite alors qu'ils l'ont pas, quand on le sait à 40 ans, ça fait quand même mal, quoi. Alors qu'on a ça depuis le début. Est-ce que votre vie était en danger? À ce stade-là, oui, parce que vivre 39 ans
intolérant au gluten, mangeant du gluten. Donc je pense que mon intestin, il en a pris un gros coup, quoi. C'est vrai que le médecin avait dit vous aurez pu finir entre 4 planches. C'est quand même dommage de dire ça parce que si ça avait été pris à temps, j'aurais pu manger du sans gluten depuis un bout de temps et être suivi, quoi. Mais j'aurais pu continuer comme ça encore 5 ans et puis là, je serais plus là en train de vous parler, quoi. T'as plus faim? Non. Le diagnostic qui tarde. C'est l'histoire de la plupart des intolérants au gluten, qui mettent souvent entre 5 et 10 ans pour identifier leur mal, alors que leur organisme ne cesse de s'affaiblir. Cette intolérance, aussi appelée maladie cœliaque, est connue depuis l'Antiquité. Mais une étude récente a démontré que le nombre de malades augmente sensiblement depuis 50 ans. René est suivi à l'hôpital Georges Pompidou à Paris. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec le professeur Christophe Cellier, gastro-entérologue, spécialiste de cette intolérance. Alors, monsieur, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Pas de soucis depuis... Depuis, il y a toujours des petits problèmes de ventre. Et j'ai aussi des crampes assez souvent. Tenez, je vais examiner. Quand vous avez mal actuellement, c'est où précisément? Précisément, c'est ici. D'accord, c'est toujours au même endroit et c'est soulagé par les gaz? C'est soulagé par les gaz et puis quand je vais aux toilettes. Mais des fois, ça peut être une crise... Posez la tête tranquillement. Ça peut être une crise qui dure assez longtemps. Voilà, vous me dites si je vous fais mal. Alors ça se traduit comment la maladie cœliaque en fait? Qu'est-ce que c'est? La maladie cœliaque, c'est une intolérance au gluten, c'est une maladie auto-immune, c'est-à-dire que le gluten induit une augmentation de l'immunité intestinale qui détruit progressivement la paroi interne de l'intestin, ce qu'on appelle les villosités, et qui empêche d'absorber correctement les nutriments qui sont nécessaires pour vivre, comme le calcium, le fer, les différentes protéines, les vitamines. Et donc ça entraîne de la fatigue, de la diarrhée, un amaigrissement. Respirez. Tiens la langue, pas d'aftes dans la bouche. Ah si, ça aussi, des fois, j'ai des aftes qui apparaissent. Des aftes. Un des multiples symptômes de la maladie cœliaque qui en compte des dizaines possibles. Migraine, reflux gastrique, douleurs osseuses, ménopause précoce, diarrhée ou constipation. Donc là maintenant on va passer à la prise de sang et en fonction de ça on se revoit pour voir s'il y a besoin de compléter ou non le bilan. La maladie peut aussi être silencieuse, sans symptômes. Le diagnostic est donc très difficile à poser. Seule solution pour la détecter, une prise de sang doublée d'une fibroscopie.